Donc on va rentrer dans le vif du sujet assez vite. Donc je me présente, Claire Lucas. Moi, je suis directrice de 2 associations en Bretagne, l'Union des villes d'art et d'histoire et des villes historiques, et puis le réseau des petites cités de caractère de Bretagne. Donc présent autour de la table avec moi pour échanger sur cette thématique de la ville à vivre et de la ville touristique, Christophe Dossi, qui est donc adjoint au maire de Noirmoutier-en-l'Île, en charge des activités maritimes et portuaires, du patrimoine communal et des bâtiments publics. Franck Buffetot, à côté, donc, qui est architecte, urbaniste, metteur en scène et également directeur de l'agence Entre-Lieux. Nicolas Jean, qui est directeur général de l'Office de tourisme et de Rochefort-en-Terre Tourisme. Et puis Marie Hirel, qui est une collègue à moi, qui est coordinatrice du réseau régional des petites cités de caractère de Centre-Val de Loire. Donc on va aborder au sein de cette table ronde plusieurs questions qu'on va essayer de toucher du doigt et d'esquisser avec vous, mais l'objectif c'est qu'on puisse aussi avoir un temps d'échange, de questions-réponses et de témoignages de votre part. Donc on va aborder cette question de la greffe touristique dans la ville historique, mais aussi du coup dans le projet de ville durable, de la cohabitation possible des habitants et des visiteurs, et du seuil d'acceptabilité parfois difficile à maintenir entre ces cohabitations, et puis aussi un peu des rapports de domination qui naissent parfois donc de la mise en tourisme des villes. Mais avant de vous laisser la parole et d'entamer ce jeu de questions-réponses qui est le principe d'une table ronde, j'avais envie de vous partager rapidement quelques réflexions en fait préalables. Je suis tombée dernièrement, et vous l'avez peut-être vu, sur la revue Espace qui posait cette question du tourisme durable. Voilà, est-ce que ça relève d'un oxymore ou d'un horizon ? Je pense que ce matin, on nous a un petit peu planté le décor. On va pas débattre de ça aujourd'hui, mais ce que je me suis dit, et que c'était important quand même de rappeler en préambule de cette table ronde, c'est que il est quand même grand temps de repenser le tourisme, et le tourisme dans nos villes également, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui il est quand même prédateur, consommateur et générateur effectivement de gaz à effet de serre. Donc c'est pas le débat de la table ronde, mais ce sera forcément sous-jacent en fait à toute la réflexion qu'on pourra avoir entre nous. Vous dire que ce sujet de la table ronde, il nous invite à penser les façons de vivre et d'habiter la ville aujourd'hui et demain. On l'a perçu ce matin, se dire que si la ville est une entité matérielle, une construction socio-économique, mais aussi un récit qui permet d'articuler les deux, penser la ville de demain, ça relève vraiment d'une réflexion culturelle. Et Madame Somme l'a bien dit, en fait, on se projette pour peut-être des habitants qui ne sont pas encore là. Et donc, je pense qu'on aura aussi à aborder ces questions-là. Redire que cette fabrication de la ville, elle n'est pas une science, que ça demande de l'humilité, de la capacité à réunir à la fois dans le temps et dans l'espace des compétences multiples, que la ville, elle est le lieu de rapports de force qui sont pas toujours faciles à dénouer, et qu'elle nécessite bien sûr de répondre aux attentes sociales, mais une question se pose, c'est que quand ces attentes sociales, elles se fracturent, comment est-ce qu'on fait ? Et les attentes des habitants et celles des visiteurs sont pas forcément nécessairement toujours les mêmes. Donc je ne sais pas si on arrivera à répondre en fait à tous ces enjeux que j'essaye de définir rapidement. Mais les intervenants de ce matin, qui sont tous concernés par cette question de la ville et de la ville touristique, brosseront à travers leurs expériences et leurs témoignages des esquisses de réponses. Juste encore vous dire qu'on parle de ville touristique, mais il existe différentes typologies de villes touristiques. On a ces villes qui sont des villes métropoles, des villes capitales européennes, qui vivent leur tourisme vraiment avec le reste de la pluralité des activités qu'elles réunissent.
On a des villes touristiques qui sont des villes étapes, et quelles que soient les modalités d'itinérance en fait entre ces villes, on a aussi des villes qui sont des villes stations balnéaires, stations thermales, stations de ski. Et puis ces villes touristifiées, muséifiées, où aujourd'hui finalement le lieu urbain préexistant est un petit peu subverti par cette activité touristique. Donc on ne rentrera pas nous dans ces catégories de villes-là, mais voilà, le décor est beaucoup plus complexe peut-être que voilà ce que nous on va pouvoir faire ressortir dans le cadre de ces tables rondes. Vous dire que la ville touristique, elle se décline du coup sous ces différentes formes extrêmement variées, mais qu'elles vont s'y exprimer des récurrences. Cette question de la présence de magasins où la clientèle qui s'adresse prioritairement à de la clientèle de passage et qui possiblement du coup ferme une partie de l'année. Cette question de la saisonnalité qui va avoir un impact très fort sur le logement puisque les locations orientées vers le tourisme et les résidences secondaires occupent une part importante des volumes de logement. Et puis ces fluctuations démographiques dans le temps, dans l'espace, qui ont des conséquences sur l'action publique locale, sur les aménagements urbains, sur les équipements publics, sur les services à la population. Donc voilà un petit peu toutes les thématiques qu'on va essayer d'aborder rapidement. Alors comme moi aussi, il ne faut pas que je perde de temps, je passe certains points. Et je vais m'adresser à toi, Christophe, en tant qu'élu. Donc, tu es élu à Noirmoutier, donc qui se situe Noirmoutier en Lille, il faut préciser. Donc, qui se situe en Vendée. C'est une commune qui compte aujourd'hui, après, tu m'avais dit 4900 habitants INSEE. À peu près, oui. Voilà, INSEE, et oui. Qui peut faire presque plus 10, à passer à 50 000 habitants l'été. Fois 10 l'été, oui. Ouais, fois 10 l'été. Donc, schématiquement, ça fait partie de ces communes qui perdent tout doucement de la population à l'année, mais qui en accueille toujours un petit peu plus l'été. Donc la première question que moi j'ai envie de te poser, c'est finalement à quoi ressemble la gestion, une gestion municipale qui est concernée par une si forte saisonnalité, dans un contexte où il faut quand même bien le dire, la fréquentation touristique c'est à la fois un défi à relever et puis pour certains un objectif à atteindre. Oui, alors Noirmoutier est une petite cité de caractère, mais une grande cité de caractère aussi, puisque je dirais on est déjà dans le tourisme depuis fort longtemps. Noirmoutier en Lille est connu. Alors je distingue toujours la ville de Noirmoutier et l'île de Noirmoutier. L'île de Noirmoutier est faite de 4 communes. Je représente ici la ville de Noirmoutier, qui est la commune principale et qui est petite cité de caractère et qui possède le bâti patrimonial avec son château en particulier qui est très connu et qui est un petit peu l'emblème de la ville. C'est compliqué pour, je dirais, des élus d'une commune de ce type-là, parce qu'il faut accueillir les touristes. On a parlé de la dimension économique du tourisme qui est bien sûr importante, mais qui n'est pas unique. Les habitants l'hiver travaillent peu pour le tourisme, puisqu'on a des activités traditionnelles. Ce qui est très marquant pour nous, c'est la dimension de l'habitat. La dimension de l'habitat, on a aujourd'hui 70% de résidences secondaires et on a 2 des 4 communes de Noirmoutier ont le privilège d'être en première et deuxième place du prix du mètre carré sur les habitations. Donc ça fait des caractéristiques assez spéciales et qui posent des vraies questions sur la vie normale des habitants à l'année et comment peut-on gérer ça. Et c'est une question quotidienne. Un de nos collègues élus en a parlé tout à l'heure, c'est la saison des budgets. Et à chaque ligne, on se pose la question, mais on le fait pour les Noirmoutrins, je mets ça très entre guillemets, parce que la définition est difficile, ou est-ce qu'on le fait pour améliorer l'accueil touristique ? Les deux tournent un petit peu en rond, parce qu'on a besoin d'infrastructures qui sont dimensionnées pour l'accueil touristique.
mais on a aussi besoin d'investissements orientés vers les Noirmoutrins. Et ça, c'est un choix, je dirais, quotidien qu'on a à faire pour retrouver cet équilibre entre les habitants à l'année et aussi une expérience touristique intéressante pour les gens qui viennent nous voir. Le tourisme n'est pas unique. On ne peut pas mettre tout à fait dans la même case les gens qui ont des résidences secondaires ou qui viennent pour une durée significative, et puis le passage à la journée. Le passage à la journée est une énorme contrainte logistique, du point de vue circulation, parking, etc. Et il faut bien distinguer ces deux tourismes. Les gens qui viennent habiter plus ou moins longtemps, entre quelques jours et quelques semaines pour les propriétaires de résidences secondaires, et les gens qui sont de passage à la journée, qui ont un apport relativement faible à l'économie et qui ont, je dirais, créé une contrainte logistique très très importante. Voilà, et donc il faut faire cohabiter tout ça avec tous nos concitoyens et trouver effectivement cet équilibre, toujours difficile à trouver. Et du coup, sur cette question du logement-hébergement, quelles sont les actions un peu phares, pilotes, que vous êtes amenés à mettre en œuvre pour continuer à pouvoir accueillir à la fois de nouvelles populations résidentes à l'année, qui permettent, on le sait bien, de maintenir ces écoles ouvertes, ces commerces de proximité. J'imagine qu'il y a des actions très concrètes qui sont portées par la collectivité pour essayer de réorienter et de rééquilibrer les choses, puisque le marché privatif ne le fait pas spontanément. Le logement aidé est une de nos priorités, est la priorité de notre municipalité. On doit loger nos habitants en dehors du prix du marché qui, comme vous le devinez tous, est totalement inabordable pour des gens qui travaillent, je dirais, à Noirmoutier. Pour vous donner une idée, il y a environ 1 millier de voitures en hiver qui passent le pont chaque jour pour venir travailler à Noirmoutier. Il n'y a pas de problème de travail, on n'a pas de problème de chômage à Noirmoutier. On a juste un problème de logement. Ces 1000 personnes qui viennent travailler, elles aimeraient bien habiter à Noirmoutier, mais elles ne peuvent pas. Et donc, c'est vraiment le problème principal, parce que c'est l'engrenage. Les gens qui travaillent sur l'île ne peuvent pas se loger, ils vont se loger à 10, 20 kilomètres. Déjà, la géographie n'est pas très favorable, on est une île, et je dirais pour aller du port de l'Herbaudière au pont, on a déjà 20-25 minutes. Pour trouver une baisse significative des prix du mètre carré, il faut encore faire un quart d'heure, 20 minutes. On se retrouve avec des gens qui vivent comme dans une ville à 45 minutes de leur boulot. Et une fois qu'ils ont vécu à 45 minutes de leur boulot 2 ans, 3 ans, 5 ans, dès qu'ils trouvent un travail sur le continent plus près de chez eux, ils y vont. Et on a un vrai problème, je dirais, d'emploi, de stabilité de l'emploi, de gens qui restent, parce que les jeunes qui trouvent un emploi, et on a des emplois sur l'île, ne peuvent pas se loger, et finalement les entreprises se plaignent beaucoup. Ils forment des apprentis qui sont partis au bout de 3 ans, 4 ans, parce qu'ils auront trouvé une autre solution sur le continent. Donc vraiment le problème numéro 1 pour nous, c'est de loger nos jeunes. Et de loger nos jeunes dans des formules où on a fait évoluer la formule. On était dans des solutions d'accès à la propriété aidée avec des prêts 0% ou des choses comme ça. Mais c'est pas une bonne solution, parce que les jeunes qui se lancent n'ont pas obligatoirement envie d'acheter. Ensuite, c'est pas pérenne, parce qu'au bout de 10 ans, quand les obligations ont sauté, ils revendent au prix du marché à des touristes pour faire des résidences secondaires. Donc on a tout perdu. Donc aujourd'hui, on favorise la location à l'année, la location aidée sous condition, bien sûr, essentiellement condition de travailler dans l'île. Et on cherche aussi des solutions de réhabilitation
Aujourd'hui, on rachète, enfin, on aménage tous nos bâtiments publics qui peuvent être transformés en logements. Par exemple, la recette principale qui a fermé, bien sûr, comme dans beaucoup de nos villages, ça va devenir 3 maisons, c'est beaucoup mieux, en location. On rachète une maison ancienne où on peut faire 10 appartements à l'intérieur. Et puis on construit, je dirais, aux frais de la commune, dans la limite de ses moyens, bien sûr, pour faire de la location. Et donc un patrimoine qui reste à la commune et qui permet aux jeunes, quand ils évoluent, de trouver une solution lorsqu'ils ont plus de moyens et de les remplacer par de nouveaux qui peuvent en profiter également. On voit bien que les outils aujourd'hui à disposition des élus sont en train de se mettre en œuvre. Est-ce que vous avez saisi, vous, ce sujet de la taxe sur les résidences secondaires ? Comment se positionne la commune ? Toutes les communes en zone tendue ne s'en sont pas saisies. Est-ce que c'est une action que vous avez essayé de mettre en œuvre ? On n'a pas essayé, on a mis en œuvre. Hein. Donc on était très demandeurs et je dirais dans le lobbying pour étendre les zones tendues à autre chose que les grosses agglomérations, hein, qui était le schéma initial. Je pense que nos élus, le Parlement nous a entendus et a donc étendu cette loi à des communes essentiellement du littoral, hein, qui sont devenus, enfin, qui ont été constatés en zone tendue, hein, 70% de résidences secondaires. Pas besoin de discuter longtemps pour dire qu'on est en zone tendue. Donc ça a été le cas. On a eu très peu de temps puisque la loi a été votée au mois d'août et on avait jusqu'à fin septembre pour décider d'user ou de ne pas user, en tout cas pour le budget 2024, de cette possibilité. Toutes les communes de l'île n'ont pas fait la même chose. On a fait le choix de ne pas aller au maximum qui était de 60%. Alors 60% de la part communale dans la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il faut bien cadrer le sujet. Hein. C'est pas, les gens ne vont pas, je dirais, qui payaient 1 000 € vont pas payer 1 600 €. Hein. L'ordre de grandeur de l'augmentation qu'on a limité à 40% fait une augmentation à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, de 180 € par 1 000 € de taxes, quoi. Donc c'est 18%. Le réel dans la facture des résidences secondaires, puisqu'il s'agit des résidences secondaires, est de cet ordre de grandeur-là. Ça n'a pas été mal reçu du tout. Ça n'a pas été mal reçu du tout. Je pense que, en particulier, tous ces propriétaires comprennent qu'ils ont aussi une contribution. Ce sont généralement des gens qui ont des moyens, par définition, vu le prix du mètre carré à Noirmoutier. Et je pense que c'était une bonne chose. On parlera peut-être des mobilités plus tard, mais c'est un vrai sujet parce qu'une île reliée au continent par un pont, ça génère possiblement d'énormes flux en fait, de véhicules motorisés. Et je sais que c'est une vraie problématique. Mais je vais poursuivre avec Nicolas. Donc Nicolas, toi, tu es en Bretagne depuis 2020, directeur de Rochefort-en-Terre Tourisme, et précédemment tu es passé par Bourges et par Sancerre, des communes qui ont un patrimoine important, qui ont une attractivité touristique assez forte, et donc ce sont aussi du coup des communes dans lesquelles on peut avoir des conflits d'usage en fait entre les habitants et les visiteurs. Et au regard de ton expérience donc à Rochefort-en-Terre et peut-être aussi précédemment à Sancerre, est-ce que tu peux nous dire comment gérer cette grève touristique dans une ville patrimoniale et surtout quel est le rôle d'un office de tourisme dans ces territoires-là ? Alors déjà, merci Claire. Déjà quelques chiffres en fait pour planter un peu le décor. Donc Rochefort-en-Terre est un petit village de 700 habitants. Dont 150 vivent en maison de retraite. Les autres, donc, ce sont des habitants actifs. En parallèle de cela, on estime entre 800 000 et 1 million de visiteurs à l'année. Donc, pour un village qui compte 70 commerces, et ces 70 commerces sont tous
orienté tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez acheter une baguette de pain à Rochefort-en-Terre, ce n'est pas possible. Donc ce décor-là étant planté, effectivement, l'enjeu pour nous au niveau touristique, c'est qu'effectivement que l'économie touristique soit pérenne. Donc ça, c'est important. On est situé, enfin le village de Rochefort-en-Terre est situé en rétro-littoral, à environ donc 30 minutes de l'océan Atlantique et à 30 minutes également du golfe du Morbihan, donc dans le Morbihan. Et à ce titre-là, effectivement, il y a des flux qui sont non négligeables. Et je vais reprendre une phrase de tout à l'heure en fait qui a été citée en fait par la brillante conférencière en introduction, qui disait que en fait moi je considère que notre travail, nous en tant qu'office de tourisme, c'est de travailler avec ceux qui sont là en pensant à ceux qui ne sont pas là. Dans la mesure où effectivement, je refuse catégoriquement d'opposer en fait les habitudes des habitants aux habitudes touristiques, sachant que par définition, ce qui est valable et ce qui est intéressant, ce qui est pertinent pour la clientèle locale, pour les habitants du territoire, l'est par ricochet pour la clientèle touristique. Donc à ce titre-là, c'est aussi beaucoup de médiation, une grosse présence en fait sur le terrain en tant qu'office de tourisme. Donc moi je représente et je suis le directeur de l'office de tourisme, donc je suis amené à avoir des liens privilégiés et à passer du temps avec les commerçants, par exemple, pour aussi leur faire prendre conscience que la saison touristique, c'est pas uniquement 6 mois de l'année, c'est aussi un peu plus que ça, dans la mesure où une autre particularité à Rochefort-en-Terre, c'est qu'on n'a pas une saison touristique, mais deux. En l'occurrence, il y a du monde de Pâques jusqu'à la Toussaint. Il y a un petit creux, donc là on est en plein dedans en termes de calendrier, mais à partir de décembre, bam, on en remet un petit coup avec les illuminations qui drainent environ 200 000 visiteurs. Donc effectivement, on peut aussi comprendre qu'une population qui n'est pas excédée, mais qui peut avoir du mal à retrouver sa place de parking devant chez elle, colonisée entre guillemets par une clientèle de passage, que ce soit en hiver comme en été, ça demande des fois un petit peu de diplomatie, un petit peu d'explication, et surtout aussi donner des perspectives. Donc là, évidemment, il y a un travail de fond qui est réalisé en lien avec la commune de Rochefort-en-Terre, qui, de fait, est une petite commune. C'est-à-dire que le maire de Rochefort-en-Terre est le premier à dire et à expliquer qu'il a un budget de fonctionnement d'une commune de moins de 1000 habitants, mais des problématiques pour une ville de 20 000. Donc comment est-ce qu'on fait avec tout ça ? Donc le quotidien demande beaucoup de présence sur le terrain, beaucoup d'écoute et surtout aussi des fois de déminer en fait les problématiques et d'anticiper en fait et de proposer une stratégie de développement. Et le mot développement, je le prends avec des guillemets, sachant qu'effectivement, on est là pour ménager la chèvre et le chou, mais tout en faisant prendre en considération aux habitants que si leur village est labellisé plus beau village de France, si c'est une petite cité de caractère, et si c'est une ville et un village fleuri 4 fleurs, c'est aussi et surtout parce qu'il y a des touristes et que la clientèle touristique permet de faire vivre en fait le territoire et a des incidences économiques très très fortes sur la vitalité économique en question. Donc c'est aussi vraiment de remettre toujours en perspective les choses et de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que les touristes ne sont pas là pour s'approprier un morceau de Rochefort-en-Terre, ils sont là pour en profiter, ça peut être pendant 2 heures, ça peut être pendant une semaine, parce qu'effectivement il y a aussi une clientèle touristique qui est en séjour, et l'un des enjeux aussi pour nous en tant qu'office de tourisme, c'est diversifier l'offre. À ce titre-là, depuis maintenant quelques années, il y a une base de loisirs qui a vu le jour et qui est gérée par nos soins en tant qu'office de tourisme en lisière de communes. Donc là aussi, ça montre bien que la diversité de l'offre fait que là aussi, on arrive à dédensifier également dans le village de manière à ce que là aussi, on puisse cibler peut-être une clientèle familiale et qu'on puisse valoriser également l'itinérance douce. L'itinérance douce, c'est pas qu'un mot en l'air. Et on l'a déjà expliqué à maintes et maintes reprises depuis le début des échanges, c'est aussi beaucoup de services. Donc là aussi, on travaille main dans la main avec les associations locales, que ce soit l'association de VTT ou l'association des randonneurs de la région, de manière à ce qu'il y ait un balisage qui soit le plus pertinent possible et aussi qu'on propose des services en lien avec des opérateurs privés qui interviennent sur cette thématique-là. Donc c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre et surtout d'écoute. Et puis je me répète, mais donner des perspectives, moi ça me paraît essentiel parce que effectivement l'habitant il peut être très très vite,
j'ai envie de dire, heurté par la clientèle touristique, mais si on prend le temps de faire des réunions de lancement de saison touristique, de bilan de saison touristique, et de voir ce que cela rapporte véritablement au village en termes de vitalité, en termes de vie culturelle aussi, parce qu'on a la chance d'avoir en fait 2 lieux culturels dans un village de même pas 700 habitants, moi je trouve ça clairement extraordinaire, avec un lieu plus alternatif qui propose de la musique moderne et quelque chose de plus classique. C'est ce qu'on cherche aussi à faire passer comme message, c'est-à-dire que quasiment tous les soirs en saison touristique à Rochefort-en-Terre, on peut profiter d'un moment culturel, que ce soit de la musique, que ce soit une visite guidée ou que ce soit quelque chose de plus artistique. Donc effectivement, ça c'est dû aussi et surtout au tourisme. Donc c'est vraiment cette passerelle-là et cette prise de conscience-là qu'on s'applique à faire... c'est le message que l'on cherche à faire passer au quotidien. On est à Rochefort-en-Terre sur une fréquentation touristique qui est très liée à l'excursionnisme, Complètement. Qui génère, comme tu le disais, des pics en fait de fréquentation. Sur cette question de la gestion des flux touristiques, alors pour venir à Rochefort-en-Terre, mais aussi une fois que les gens sont là, ont posé leur voiture. Voilà, quelles sont les actions sur lesquelles vous travaillez en termes d'observation, en termes de nécessité de s'appuyer justement sur la culture et le patrimoine pour faire dévier les gens, voilà, de ce qu'on appelle à Rochefort-en-Terre ce rail qui est une artère centrale principale dont je pense énormément de personnes ne sortent pas. Là, vous avez un rôle à jouer avec l'équipe de l'OT, avec les élus de la commune. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Il y a plusieurs choses, donc c'est-à-dire qu'en termes d'observation, on a évidemment donc la fréquentation physique de l'office de tourisme qui n'est qu'une vision parcellaire en fait de la fréquentation globale. En parallèle, on a aussi notre site internet qui nous permet effectivement de mieux renseigner en amont, de mieux identifier les parkings et aussi de mettre en avant les parkings qui sont gratuits, qui sont aussi peut-être un peu plus éloignés en fait du centre du village, mais qui effectivement permettent de dédensifier. Et puis en lien avec ça, on travaille également avec les socioprofessionnels. Donc c'est-à-dire que depuis maintenant 3 ans, il y a pour dédensifier en fait la fréquentation dans la rue principale, il y a le parcours des arts à Rochefort-en-Terre. Donc c'est-à-dire qu'il y a une petite vingtaine d'artisans d'art qui sont installés dans le village. Et étant donné que les loyers dans la rue principale sont importants, de facto en fait les artisans d'art sont amenés à se retrouver des fois relégués un petit peu au second plan et se sentent un petit peu mis de côté. Donc à ce titre-là, il y a un parcours des arts qui a été mis en œuvre sous l'impulsion de l'office de tourisme et en travaillant main dans la main effectivement aussi avec la commune. Et ça permet là aussi de faire prendre conscience que Rochefort-en-Terre, ce n'est pas qu'une rue principale avec des vendeurs de kouign-amann et des vendeurs de cidre. Je m'excuse, je suis très caricatural, mais je pense que une partie non négligeable de la clientèle touristique vient à Rochefort-en-Terre pour manger une glace quand il fait chaud et quand il fait beau et pour repartir. Nous, l'enjeu, à la limite, je vais être très clair, cette clientèle-là, je m'en cogne. Je m'en cogne très sincèrement parce que ça n'intéresse personne, très concrètement. Et en disant ça, on se positionne là aussi de manière très claire sur un tourisme plus culturel, plus expérientiel, plus immersif. Et à ce titre-là, donc, on développe des produits. On a lancé depuis maintenant 2 ans un produit qui s'appelle Escapado qui permet aux familles très concrètement de découvrir de manière immersive et plus exhaustive en fait le village. Et c'est un produit que l'on loue tous les jours en fait durant la saison touristique. Donc ça montre bien qu'il y a encore des niches en fait de population que l'on peut faire venir, que l'on peut faire rester et à qui on peut faire passer un message aussi autrement que le tourisme de masse. Donc ça fait partie des choses. Mais après, il y a aussi un paradoxe, c'est-à-dire que le maire de Rochefort-en-Terre, qui est aussi le président de l'office de tourisme, me dit « Nicolas, écoute, t'es bien gentil, mais s'il y a moins de monde à Rochefort-en-Terre, c'est-à-dire que les parkings sont moins remplis. » Et les parkings, effectivement, c'est une source non négligeable qui permettent de faire vivre la commune et surtout d'entretenir le patrimoine. Donc à ce titre-là, l'année 2023 a clairement été exceptionnel, sachant que quand il fait trop beau et quand il fait trop chaud à Rochefort-en-Terre, il n'y a pas grand monde parce qu'il y a le tropisme et entre guillemets la concurrence de la plage, mais là cette année c'était royal, c'est-à-dire qu'il pleuvait, enfin c'était un vrai temps breton en l'occurrence, 20-21 degrés, on était bien, pas trop chaud,
Et effectivement, tous les commerçants avec qui j'ai pu faire le bilan de la saison touristique sont aux anges, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais aussi bien fonctionné après avoir connu une saison 2022 qui était clairement excellente. Là, on est sur de l'exceptionnel. Donc là aussi, c'est vraiment le fait de recueillir l'opinion et puis aussi de tracer une voie médiane en fait à travers les attentes, les aspirations et la réalité économique aussi d'un territoire. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de Rochefort-en-Terre, c'est 70 commerces, et ces 70 commerces, ils sont, c'est ce que tu expliquais, c'est que il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils payent leur loyer. Il y a aussi une logique bassement économique, et on travaille avec eux sur le fait aussi peut-être d'inventer une nouvelle manière de fonctionner, de manière à ce qu'on puisse peut-être accueillir moins de monde, mais mieux de monde. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine qui s'inscrit sur la durée. Et toutes les parties prenantes sont réunies autour de la table, avec aussi la mairie qui est très très à l'écoute et qui est bien consciente qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'épargner cette réflexion-là. Et le travail collectif est vraiment aussi quelque chose qui est ancré dans l'esprit breton, et ça se vérifie aussi à l'échelle d'un village tel que Rochefort-en-Terre. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi cette transversalité-là qui est primordiale et qui pour moi fait sens en termes de stratégie de développement. On voit effectivement que faire différemment, ne pas toujours chercher à accueillir plus, mais à accueillir mieux, valoriser ses patrimoines, mettre en place des animations culturelles peut permettre de réorienter les flux, de travailler différemment, d'accueillir d'autres types de visiteurs à la journée, puisque c'est ce qui caractérise Rochefort-en-Terre. Marie, on va poursuivre ensemble. Donc, toi, tu es coordinatrice du réseau des petites cités de caractère de Centre Val-de-Loire. Donc, c'est un réseau qui est récent, puisqu'il a 4 ans, mais qui compte déjà une vingtaine de cités labellisées. La coordination donc d'un réseau comme le tien, qui fait du patrimoine un véritable levier de développement économique du territoire, t'amène autant à travailler pour les habitants finalement que pour les visiteurs. Est-ce que c'est des sujets qui animent les réflexions de l'association, et est-ce que tu dirais que finalement en termes d'attentes et de besoins, on a aussi des points communs en fait, des accroches communes entre les attentes et les besoins des visiteurs et des habitants? Alors effectivement, je travaille moi pour le réseau Centre Val-de-Loire depuis 2 ans. Alors, contrairement aux 2 autres exemples qu'on a eu précédemment, moi, c'est une vingtaine de communes, mais dans ces 20 communes, on en a 2 qui ont une forte fréquentation, Saint-Dié-sur-Loire à côté de Chambord ou Sancerre, que vous connaissez peut-être. Mais sinon, c'est majoritairement des communes avec une population autour de 2000 habitants et une fréquentation touristique qui, à ce jour, est assez limitée. Donc, la volonté des élus, c'est certes de développer une politique touristique pour, évidemment, notamment des enjeux économiques, mais la grosse priorité qu'ils veulent donner à l'action du réseau des petites cités de caractère, c'est de travailler plutôt à l'amélioration du cadre de vie des habitants, avec in fine comme objectif de pouvoir attirer des touristes, puisqu'ils partent du principe que certaines plus-values pour les habitants va pouvoir servir à la fréquentation touristique. Donc concrètement, c'est quels investissements peuvent être légitimes dans une commune pour les habitants, identifier les besoins des habitants, les usages qui sont faits. Et ça donne lieu à l'organisation. Donc depuis 2 ans, on essaye de mettre en place dans notre réseau une journée technique sur une thématique qui est remontée par les élus. Donc ils veulent travailler sur un sujet, et cette journée est ouverte à la fois aux élus des petites cités de caractère, mais aussi aux techniciens. Donc l'année dernière, en 2022, on a mis en place une journée technique sur la végétalisation des centres anciens. Je pense que vous pouvez deviner tout l'avantage que peut tirer un touriste d'un centre ancien végétalisé. Les îlots de chaleur, un cadre agréable de déambulation, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages pour les habitants, forcément. Donc cette journée-là, on l'avait menée en partenariat avec le CAUE du Loir-et-Cher, et où le rôle de l'habitant était très fort, à la fois dans le diagnostic de leur commune, les espaces qui paraissaient pertinents à végétaliser, et puis après l'implication de l'habitant tout au long de cette politique de végétalisation. Et en 2023, là encore, l'habitant était intégré à la réflexion, puisque le sujet qui a été choisi cette année, c'était les mobilités douces, et notamment l'accueil d'itinérants.
Donc là, on est plus sur des enjeux touristiques, mais en fait pas que. Et les aménagements. Donc c'était des 2 journées techniques menées en Eure-et-Loire et en Indre-et-Loire. Et en fait, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des attentes qui étaient communes entre des touristes et des habitants. Alors j'ai peut-être l'impression de vous enfoncer des portes ouvertes, mais par exemple, on avait fait 2 groupes de visites dans une commune. Un groupe de personnes qui ne connaissaient pas la commune, en l'occurrence c'était Beaulieu-les-Loches. Donc c'était des élus de petites cités de caractère ou techniciens. Et on avait fait aussi un groupe plutôt habitants. Et en faisant la déambulation, on s'est rendu compte des problématiques étaient les mêmes, c'est-à-dire comme à Rochefort-en-Terre, une rue principale, pour le coup, nous surfréquentée par des véhicules, et en fait cette impression d'insécurité qui était ressortie dans les 2 camps, ou alors 2 camps, j'ai l'impression d'opposer dans les 2 groupes, pardon. Et ce qui était ressorti aussi, c'était certains aménagements qui avaient l'air de manquer devant des commerces, etc. Donc ça nous a conforté dans l'idée qu'en prenant le temps de consulter les habitants sur leurs besoins et en essayant d'y répondre, on allait finalement servir ensuite les touristes. Sur la question de la mise en réseau, parce que le principe de l'association, c'est d'accompagner les communes une à une en fonction de leurs besoins, mais aussi de leur proposer des dynamiques réseau, de mettre en œuvre des actions collectives, et possiblement de faire en sorte que les visiteurs aillent d'une cité labellisée à une autre. Quelles sont les actions qu'une association comme la tienne peut mettre en œuvre pour travailler cette question justement de la mise en réseau? Alors là, si on se met plus d'un point de vue peut-être grand public et plus élus et techniciens, et de voir comment on peut réorienter des visiteurs dans une PCC vers une autre PCC, petite cité de caractère, pardon. Déjà, ça va être de créer un imaginaire autour de la petite cité de caractère. Il faut qu'un visiteur qui aille dans une petite cité de caractère le sache, ait une expérience positive et envie d'aller dans une autre commune. Donc ça va être de travailler sur la qualification de l'offre avec des partenaires. Mais nous, comme je le disais, ça fait 2 ans que ça se structure, donc on n'en est pas dans une phase de grosse communication autour des petites cités de caractère. Ça va se mettre en place, on en est encore à constituer notre base de données pour ensuite valoriser les communes. Mais c'est une volonté de travailler à des opérations de réseau pour faire connaître la marque petite cité de caractère. Et pour ça aussi, je pense que c'est aussi intéressant de capitaliser sur l'existant. Parce que, par exemple, en région Centre-Val de Loire, il y a un outil, un outil cartographique qui répertorie toutes les petites cités de caractère, mais pas que, les itinéraires également. On a aussi tout le travail que fait l'association nationale en termes de communication. Donc c'est comment nous, en tant qu'association régionale, on s'intègre à la réflexion sur les outils numériques, sur les outils print, pour faire connaître la marque petite cité de caractère auprès du grand public et d'inciter un visiteur à aller d'une commune à l'autre. Merci Marie. Franck, toi tu accompagnes les collectivités sur leur approche architecturale, patrimoniale, donc toujours en transversalité avec cette question du projet urbain. Tu es spécialisé dans l'identification participative des spécificités des territoires et dans la mise en place de stratégies et de prospectives de développement. Ta démarche, qui est vraiment, pour l'avoir éprouvée quand même extrêmement originale, nécessite la participation active des habitants, qui sont aussi donc les utilisateurs de ces futurs projets urbains. On sait que la transformation de la ville, elle va chambouler les habitudes. Et donc du coup, cette question de la participation, de la méthode, comment toi tu l'abordes ? Alors, on l'aborde toujours par le côté émotionnel. D'ailleurs, on essaie d'éviter, les réflexions souvent sur les villes et tous les territoires, c'est on prend, et j'ai tout le respect pour les chiffres, mais depuis de nombreuses années, on part sur les analyses, etc., et on fait ressortir des besoins, des quantités, etc., etc. Sauf que les habitants et les usagers, ils ont quelque chose là qui les tient, les tripes, le cœur, c'est-à-dire on habite un territoire et on vit ce territoire. Et donc dans la méthode, on essaye de faire, avant de rentrer dans une analyse chiffrée, dès ce qu'on appelle nous la mission exploratoire, de les amener à s'exprimer sur ce qu'ils sont. Et parfois, c'est très intéressant, notamment dans les sites. J'interviens
plutôt assez bien avec les petites cités de caractère là sur des ateliers révélation. On a l'impression, par exemple, si vous parlez sur les outils, enfin les éléments patrimoniaux qui sont forts dans les territoires, on a l'impression, venant d'extérieur, que tout le monde va dire ça, c'est ça, c'est ça. Et à chaque fois, on a faux. On a faux, on l'a vu sur Rochefort-en-Terre, on l'a vu par exemple sur Pouzauges, où on est intervenu aussi avec des éléments. C'est comment les gens nous parlent de ça. Et après, on va essayer d'analyser peut-être analyser, j'aime pas trop ce terme-là, mais comment on va essayer peut-être ensemble de raconter à notre manière ce qu'est le territoire et de faire ressortir les singularités. Et de cette mission exploratoire, parce que c'est la question qui peut être sous-tendue, c'est-à-dire que très vite, de manière classique, on dit bon, alors il va falloir qu'on mette en place un scénario, oui, ok, mais on fait pas du cinéma, hein, on fait pas du théâtre quand on fait ça. Pourtant, je suis un metteur en scène et puis je construis du spectacle vivant. Mais c'est de se dire, on va construire quelque chose qui nous tient tous ensemble. C'est-à-dire, on peut avoir des émotions, mais comment on les partage ensemble. On dit souvent dans les territoires, les villes, les communes sont des communautés de destin. C'est-à-dire qu'on est là ensemble au même moment, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Il ne s'agit pas de faire un début, une fin, avec une coupure de ruban ou autre, mais on est peut-être dans ce que tu l'as dit, la terme que je trouve très intéressant, c'est la notion de la transformation. C'est-à-dire comment ensemble on va transformer le territoire et pas le figer à 10 ou 15 ans, mais lui proposer un substrat pour que après nous, il continue sur cette question-là. Et dans la continuité de la mission exploratoire, on met ce qu'on appelle le récit de territoire. Alors, il faut être très vigilant parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé la question du récit. Et on essaie de travailler sur un récit fictionnel. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va essayer de se projeter à partir des possibles, à partir des singularités, des spécificités du territoire, quelque chose autour de quoi les habitants et les usagers présents vont pouvoir s'emparer de ça et pouvoir le porter. Et qui fait que peut-être dans le regard des autres, quand je dis des autres, c'est ceux qui viennent les visiter, je ne parle pas des touristes, ceux qui viennent visiter, vous savez, on disait traditionnellement, est-ce que tu viens me rendre visite, quoi. Il y a quelque chose d'assez, je trouve assez puissant là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche, tiens, je vais te consommer en tant qu'individu, mais je viens te rendre visite et alors il va certainement se passer quelque chose. Et dans cette fabrication-là, c'est de dire, on va arriver justement sur ce substrat de la construction, la transformation de la ville, enfin à l'échelle d'une petite ville, mais on peut le donner de la même manière. Même à l'échelle de grandes villes. Ce qu'il faut prendre l'échelle humaine et l'échelle de celui qui marche. On se dit, oui, mais attends Franck, il y a des bagnoles quand même, il faut les prendre en compte. Oui, ça. On trouvera toujours la solution. Mais de prendre à l'échelle de celui qui marche, alors ça nous donne déjà presque un premier cercle dans lequel on va avoir notre cadre de vie ou autre, etc., etc. De ne pas avoir tendance à se dire, comme j'ai une voiture, je vais agrandir le cercle. Et alors, dans ces cas-là, on a tendance à transporter d'une ville sur une autre les mêmes conditions. Et il me semble, c'est ce qui est intéressant d'éviter. Et tout de suite, on travaille dans la durabilité sur ces questions-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas de projet urbain, en fait, sans projet humain. Absolument pas, ouais. Qu'il faut sortir de cette carte postale qu'on a, en fait, ouais. de ces villes qui sont touristiques quand on travaille sur ce projet urbain. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il est facile d'amener auprès des élus qui veulent à la fois préserver cette image un peu de carte postale comment est-ce que tu les accompagnes justement à poser peut-être un autre regard sur le territoire à partir des habitants, puisque toi le principe de base c'est que tu travailles toujours avec les habitants. Alors si tu demandes si c'est facile, c'est ta première question là-dedans, c'est absolument pas facile. Parce que l'élu, il a une condition, heureusement ou pas malheureusement, mais il a des échéances électorales. Et donc, il y a une forme de pression dans la durée qui fasse qu'il faut aller vite. Et on l'a vu avec la période Covid. Là, on est sous pression. Les élus, il faut qu'il y ait des choses qui sortent, etc. Et ça, c'est un handicap. Et c'est un handicap qui fait qu'à un moment ou à un autre, question d'urgence, les élus ont
c'est difficile, on n'a pas forcément cette culture-là. On a difficulté à dire, on parle de participation, d'application des habitants, de dire, ah oui, mais ça va être long, ça va être compliqué, ça, etc. J'ai tendance à dire, ça n'a jamais été aussi simple. La mesure, si on est dans une écoute, alors dans la méthode, il y a différentes méthodes pour pouvoir le faire. C'est pareil, c'est que chacun, élu et habitant, se mette au même niveau. C'est-à-dire que c'est presque ensemble pour dire, et on trouve des éléments de substrat. Sur des choses parfois simples. Je vais prendre un exemple simple. Même dans des quartiers de ville, vous proposez d'aller cheminer ensemble sur un territoire. Vous allez voir, les choses vont complètement, sans se dire, sans nous faire intervenir, nous, en tant qu'experts, en disant, vous avez vu, votre architecture, c'est pas très bien, les trottoirs sont pas bien, là, etc. Si on enlève ça et on se dit, parlons ensemble sur ce qui fait sens autour de ça, vous allez voir, ça va complètement changer. Et on arrive à construire les choses de cette manière. J'ai tendance à dire, revenons sur des choses pour dire, mettons presque l'habitant comme un expert, entre guillemets, mais un expert de l'usage, et qu'il en parle simplement. Et pas de se dire, ne tombons pas dans le système de la doléance. Ça, on essaie d'être très vigilant là-dessus. Parce que tout le monde veut... Vous avez vu ce que Valérie Jousseau m'a parlé tout à l'heure. On veut transporter de tout ce qu'on a dans sa maison, etc. Donc on veut que tout soit sécurisé, on veut que tout soit ceci, cela, etc. Qu'on puisse marcher sur des choses bien planes avant d'arriver chez soi. Et donc on peut tomber dans un système de doléance. Ah, il faut que la ville, monsieur le maire, vous n'avez pas fait ça. Monsieur le maire, vous n'avez pas fait ça. Monsieur le maire, vous n'avez pas fait ça. Et rien quand on va faire ensemble, déjà acheminer, puis dire, mais parlez, si on parlait les uns les autres. Moi, je fais de l'accompagnement sous deux formes, à la fois les élus, mais aussi avec les pétitionnaires. Et là, dans la méthode, c'est un enjeu qui est important. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un projet, faites-le parler d'abord sur pourquoi il veut faire ce projet. Plutôt, je dis, voilà, monsieur l'architecte, je voudrais amener des fenêtres en PVC parce que c'est vraiment moins cher. Vous vous rendez pas compte, je viens d'acheter une maison qui compte 200 000 euros, mais je veux absolument pas mettre des fenêtres en bois parce que ça coûte horriblement cher. Eh bien, faites-les parler sur leur projet. Vous allez voir, ça va commencer à changer. Et puis, il dit, ouais, le mur, vous voyez, le mur ici, j'ai envie de le démolir parce qu'il est en pierre et puis il va falloir l'entretenir. Quand il va tomber, un jour, il va tomber. Ah, ça va être cher. Et faites-le parler sur le mur en pierre. Il veut un mur en aggloméré de ciment pour pouvoir le voir. Et faites raconter quelque chose. Moi, je dis, mais ensemble, Nous, sur le secteur calcaire, par exemple, le mur en pierre calcaire, je commence à leur dire, vous savez, vous avez 180 millions d'années devant vous. Voilà. Simplement comme ça. Puis en disant, venez mettre vos enfants devant le mur en pierre, vous allez voir qu'ils vont voir, pas les éléphants roses, ils sont encore un peu jeunes, mais ils vont voir un peu un coquillage qui apparaît là, ceci, etc. Et dans ces méthodes-là, plus vous allez faire parler les gens, sur ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent, et pourquoi ils ont choisi cette maison, et pourquoi ils veulent la porter, il y a un balancement complet. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'habiter là? Faites-les parler. Vous allez voir. C'est complètement différent. Et ils disent, s'ils ne sont pas bien, etc., moi je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi d'habiter là? Et on le dit souvent d'un point de vue conceptuel, c'est souvent le territoire qui nous a choisis. Parce que le territoire, dans ses singularités, il crée une émotion. Et de faire toucher ça, quand on parlait de la balade tout à l'heure, dans la méthode, tu vois, je donne des solutions et je n'en donne pas. Mais faire parler les gens sur ce qu'ils sont. Alors tu ne fais pas que faire parler les gens, tu accompagnes aussi les collectivités dans l'écriture de règlements, dans le cadre de projets. Comment aujourd'hui, on sait que l'attractivité de la ville, elle va engendrer des besoins fonciers, et immobiliers qui sont toujours plus importants. On est aussi dans un contexte où l'ouverture à l'urbanisation, il est contraint, il est restreint. Comment est-ce que toi, tu accompagnes aussi les élus? Comment est-ce que tu abordes ces questions-là dans les projets que tu suis? Alors, je vais revenir. La loi SRU, déjà plus d'une vingtaine d'années, a mis en place, notamment dans les cadres des documents d'urbanisme, le PADD, plan de programme. Tiens, j'ai perdu les significations. Il y a le développement durable, qui sur le fond est quelque chose de particulièrement intéressant. Et c'est dire pourquoi aujourd'hui on se pose la question du durable alors que ça fait déjà 20 ans qu'on en parle très clairement, quoi. Alors dans la méthode pour accompagner les élus, c'est pareil, on affiche clairement en disant
attention, le PLU entre autres, le document, etc., ce sont des outils. Ce sont des outils. Et donc de dire aux élus, comment on peut faire avec les habitants, mais posons-nous ensemble pour écrire ensemble ce dont les objectifs que vous avez envie de porter et ce que vous avez envie de raconter derrière. Une fois qu'on a fait ça, on parle de traduction derrière. Alors certains, comme je disais, certains endroits on parle de récit de territoire, du récit de territoire, on sort, on va dire, une forme de scénario, enfin une forme de ligne directrice, et on essaye de la traduire. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de traduction aujourd'hui sur votre territoire ? Et on ne raisonne pas sur le fait de dire « Ah, il y a une opportunité qui est là, ici, il y a tant de terrains qui vont se libérer ». On met bien l'accent là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez fermer la centralité ? Ok, vous voulez fermer la centralité, c'est très bien, c'est très louable. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas parce qu'il y a une opportunité. On arrive de l'île de la Réunion, avec Laurent Mazurier, notamment la délégation. On s'aperçoit que c'est une question de projection. Ils ont encore de l'espace sur des équipements qu'on va venir mettre comme ça là-dessus. Et déjà, on fait toucher les élus en disant attention. Le temps que ça va vous prendre aussi pour pouvoir le faire, mais regardez le territoire tel qu'il est. Et souvent, le fait qu'on soit contraint, les meilleurs résultats aujourd'hui, je trouve, dans les territoires, c'est où on est le plus contraint sur l'absence de foncier. Parce que ça nous oblige à réfléchir sur... Alors je reviens sur un élément, la ville est à palimpseste. C'est-à-dire que la ville, elle n'a pas attendu pour se reconstruire sur elle-même, les bourgs, etc., etc. Et j'ai même tendance à dire sur les territoires où il y a des terrains qui se libèrent, on a plutôt tendance à dire, attention, regardez d'abord comment la ville a là-dessus. Parce que plus vous allez l'étendre, plus vous allez mettre de l'équipement, notamment des réseaux. On ne voit pas les réseaux, mais ça coûte très cher. Et donc, on revient sur la question. Et sur la question peut-être qui peut être sous-jacente derrière, c'est oui, mais dans le cadre au niveau du tourisme, etc., on peut avoir des besoins en termes de consommation, parce qu'on a déjà échangé sur cette question-là. On s'aperçoit aujourd'hui que plus on va être discret sur la question l'accueil touristique ou autre, et qu'on va être de revenir sur les strates, plus je trouve qu'il y a une réussite sur cette question-là. Et que même la question du tourisme aujourd'hui demande presque, à part sur les parcs d'attraction ou autres, mais ça c'est un autre débat, mais demande presque de minimiser l'impact et la présence autour de l'accueil. Dans les communes où on parle, ils nous parlent souvent d'authenticité. Alors ça veut tout dire et ça veut dire beaucoup de choses, hein, chacun le prend à sa manière. Mais si on a ça en tête, c'est en quoi on apporte du sens. On l'a vu sur Rochefort-en-Terre, c'est-à-dire qu'à un moment, le fameux rail dont on parle, qu'on oubliait qu'à un moment ou à un autre, il y avait des choses qui étaient de part et d'autre naturelles, qu'on avait complètement oubliées. Et c'est pas parce qu'on va faire des aménagements avec de libérer de l'espace qu'on va tenir ça. Et aujourd'hui, dans la question de la centralité, on revient sur cette question-là. Et retravaillons le palimpseste, retravaillons là-dessus. Alors, il n'y a pas de méthode particulière au niveau des élus. C'est presque un climat de confiance. C'est presque à un moment ou à un autre aussi un retour d'expérience, d'aller vous questionner les uns les autres sur d'autres territoires. Comment est-ce qu'ils ont travaillé, comment est-ce qu'ils ont fait cette question-là, et que chaque territoire a sa part d'innovation à inventer là-dessus. Et de ne pas confondre, je le redis, et puis ne pas confondre la stratégie et les outils qui nous servent à mettre en place la stratégie. Et les outils sont là. Ça, c'est très clair. Mais par exemple, on sait que derrière, on aura un emplacement réservé qu'on pourra mettre parce qu'on aura retenu ça. Mais ne confondons pas. Ce n'est pas l'outil qui fait le projet, quoi. Merci à vous quatre. Je vous propose qu'on se donne 5 minutes de temps d'échange, de témoignages complémentaires, parce que je pense qu'on on arrêtera à 13h15 pour aller retrouver l'ensemble des autres participants. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réflexions. Vous êtes fatigués. Oui, c'est bon. J'avais une question moi sur le fait de minimiser l'accueil, enfin les équipements d'accueil. Je trouve ça très intéressant et j'aurais voulu qu'on aille plus loin dans cette question-là. Parce que la première fois que je l'ai vu apparaître, c'est avec la candidature UNESCO des mégalithes de Karnak, qui est portée par une association qui s'appelle Paysage de mégalithes.
parce que je travaille en Bretagne, je suis chargée de mission valorisation du patrimoine pour la région Bretagne. Et du coup, l'agence paysage, avec un paysagiste, Claude Chazelle, demande à l'association en fait, d'effacer du paysage et des cônes de vue tout ce qui peut entraver la compréhension du patrimoine mégalithique, qui n'est pas très facile à comprendre. Et du coup, comme vous aviez commencé un petit peu à parler de ça, de minimiser le lieu d'accueil, je voudrais que vous alliez un petit peu plus loin pour nous dire comment on peut minimiser le lieu d'accueil et en même temps continuer à accueillir correctement, parce que des fois, quand on est touriste, on est vite perdu. Et peut-être rajouter, parce qu'on sait que c'est une piste aussi de réflexion, cette question de la pluralité des usages, de l'hybridation, et de se dire que finalement, on n'a pas à opposer besoin des habitants, besoin des visiteurs sur ces sujets-là. On a combien de temps là? Je vais prendre juste une... On est toujours dans les territoires, on n'a droit qu'une seule fois à la première image. Et c'est souvent ça qu'on ne travaille pas sur la question touristique, c'est-à-dire, prenez Carcassonne, avant d'arriver sur la cité de Carcassonne, vous traversez des quantités de zones d'activité artisanales, etc. Et aujourd'hui, on a la chance peut-être d'avoir des outils. Des outils, chacun va taper au GPS sur sa voiture, etc. Donc, il n'y a plus besoin de pancarte, à la limite, il n'y a plus besoin de... Votre voiture va vous emmener là-dessus. On a besoin justement d'éviter que la voiture aille jusqu'au bout sur cette question-là. Et donc de minimiser, c'est pour ça quand on construit le projet, se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de raconter derrière? Je prends l'exemple, il y a Patricia qui est juste derrière vous. On a travaillé sur la notion du récit de territoire, le labyrinthe. Aujourd'hui, les voitures vont jusqu'au bout, au pied du château. Ils descendent du château, où la commune dit, bon, on a des difficultés aujourd'hui parce qu'on n'a pas les moyens financiers d'accueillir correctement, ça va nous demander, etc. Donc on a mis en place dans la question du récit de territoire une vraie mise en scène, c'est-à-dire de trouver le moyen pour que les gens soient captés bien avant, qui posent leur voiture à un endroit bien spécifique, c'est-à-dire sans panneau, c'est-à-dire que l'endroit spécifique, ils ont déjà la lecture du paysage, parce que tous les territoires, à un moment, ils ont ce quelque chose qui est important. Donc, imaginez-vous si vous étiez un pèlerin à pied, vous arrivez. Regardez, toutes les villes où il y a les pèlerins qui arrivent, souvent il y a une histoire de relief, puis le pèlerin il arrive, il se dit « Ah ouais, je suis arrivé. Je suis dans mon étape où je vais aller ce soir, où je vais me poser. » Mais adoptez ça sur la question du marcheur et portez-le sur eux, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez trouver l'endroit, vous n'avez même pas besoin de pancarte, vous dire « Je suis arrivé. Je capte, je me positionne. » Et après, on travaille sur les éléments, et ça les paysagistes, on travaille beaucoup nous avec des paysagistes. Ils ont un élément qui est le végétal, que nous, les architectes, on a besoin de monter de la maçonnerie pour qu'on voit des choses, etc. Et ils ont déjà le végétal. Avec le végétal, on peut créer vraiment dans les questions de mise en scène. Moi, je travaille beaucoup aussi avec des artistes. Et avec les artistes, vous pouvez vous en parler là-dessus. C'est-à-dire qu'on détourne complètement l'approche et on commence déjà à raconter l'histoire ou le récit qu'on veut. Et après, vous n'avez plus besoin du reste. Vous les emmenez comme dans une mise en scène. Alors évidemment, c'est facile pour les gens comme moi parce que on adore ça et on fait que ça. Et vous commencez à raconter l'histoire là-dessus. Et sans un portable dans les mains, sans rien du tout. C'est du boulot. Mentalement, hein, Patricia, c'est du taf, c'est-à-dire qu'on se pose, on se questionne ensemble en disant, et on n'est pas dans le fait de dire il faut absolument que la voiture vienne juste devant le commerce, parce qu'autrement, ils ne vont pas consommer. Erreur. Erreur complète. Franchement, je vous assure. Si on travaille vraiment une stratégie, vous avez plus de gens qui rentrent dans le magasin. Demandez à Nicolas, Rochefort-en-Terre, les commerçants, certains se plaignent en disant, les gens, ils rentrent, ils passent, ils jettent un œil et ils s'en vont. Parce qu'ils n'ont pas cette magie-là. Si à un moment, on travaille sur la magie, mais même une commune qui n'a pas de patrimoine, on vient de la Réunion, Trois-Bassins, tout le monde nous dit, il n'y a pas de patrimoine. Au sortir de l'atelier avec ses habitants, on leur dit, vous n'avez pas de patrimoine? Vous pouvez déjà, dès le bas du littoral, emmener tout le monde à gravir l'échelle, comme ils l'appellent, pour rentrer à l'intérieur du bourg, où soi-disant, il n'y a pas de patrimoine. Mais où tout se raconte. Signalétique, zéro. Seulement cogitation, tous ensemble. C'est pas la cogitation d'architecte ou cogitation tous ensemble, c'est ça. La solution, elle est là, elle est une solution collective. Elle n'est pas une solution d'aménagement. Enfin, ça n'engage que moi sur ce que je dis, d'accord. Est-ce qu'il y a une deuxième question dans la salle, intervention? Je vous remercie toutes et tous pour votre participation, vos témoignages.
On va se retrouver donc du coup dans la salle pour le déjeuner, qui est la salle dans laquelle on était tout à l'heure. Et puis moi je vous invite à découvrir ce lieu assez exceptionnel qui nous accueille aujourd'hui, puisque la pause déjeuner est suffisamment longue pour que vous puissiez aller déambuler et découvrir un petit peu ce lieu. Merci beaucoup.